nous offre les approches intellectuelles et politiques que nous devons adopter si nous voulons définitivement libérer l'Afrique. Alors il y aura beaucoup de comparaisons, hein. Elle n'est pas raison, mais il y en aura avec le Cameroun. Vous avez déjà embrayé sur le sujet. 8 ans par là de lutte. Le Cameroun, ça a été un peu plus long, 14 ans et même un peu plus. Mais quand on voit le résultat des courses, l'Algérie s'en sort mieux lotie. Quelle est l'analyse que vous faites justement entre les deux révolutions? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la révolution camerounaise? D'abord, ce qui n'a pas marché dans la révolution camerounaise, c'était le manque de ce que j'appelle une base de repli. Le Front National de Libération et l'UPC étaient quand même deux formations bien construites. Oui, très bien construites, mais vous allez voir si vous allez dans l'histoire. Parce qu'en réalité, peut-être votre thème aurait pu être distingué en deux parties. Une première partie, qu'on voit la naissance de FLN, qu'on voit comment le FLN a évolué, qu'on voit le contexte de l'époque, n'est-ce pas, qui a donné naissance au FLN et dans quel environnement le FLN a lutté. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau du Maghreb, vous avez à l'époque le Maroc, qui avait un parti puissant qu'on appelle l'Istiklal, qui a beaucoup aidé les combattants de FLN. On l'oublie souvent. Un appui logistique et même militaire. Et même militaire. De l'autre côté, vous avez la Tunisie, qui avait aussi le parti de Bourguiba, et qui a aussi le Néo-Destour, qui a beaucoup aussi aidé, n'est-ce pas, aux combattants algériens. D'abord, le mot Maquisard, pratiquement, il vient d'Algérie, hein, parce que c'est lui qui avait le maquis. Aux combattants algériens de pouvoir être ravitaillés, de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir des passeports diplomatiques pour pouvoir voyager de gauche à droite, faire des contacts avec des forces. Et surtout des partis de gauche qui étaient au niveau de l'Europe, qui les ont aidés et à avoir des armes et avoir une certaine logistique pour continuer le combat. Il y avait aussi l'appel, j'allais dire, des forces progressistes un peu partout dans le monde, qui ont vu dans l'Algérie cet esprit d'oppression, de violence, de barbarie, de sauvagerie, mais surtout de domination totale d'un pays tiers vis-à-vis de notre peuple. Je vous l'ai dit. La France a fait de l'Algérie une colonie de peuplement. Bien sûr. Elle ne comptait pas partir. Ah non. Ah non. Oui. Peut-être aussi la question de la peau. Bon, ce sont les deux rives de la Méditerranée. Les climats sont presque les mêmes. Ils l'ont complètement oublié. Il y a Charles de Gaulle, quand il fallait récompenser les uns et les autres, ils ont oublié qu'ils étaient tous, ils avaient tous la même couleur de peau, malheureusement. Oui, mais donc ça ne comptait pas vraiment. Non, ça comptait légèrement. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il y a des Français qui sont nés à l'Algérie. Bien sûr. Ils ont grandi en Algérie. Et c'était un crève-cœur de leur dire de partir. Je vous dis, après les accords de Vienne de 1962, quand il fallait maintenant partir, c'est 1 million. Je dis bien 1 million de Français qui seront obligés de partir de l'Algérie pour rejoindre la métropole, comme l'appelait. La mort dans l'âme. Mais évidemment, la mort dans l'âme, avec tout ce... Mais De Gaulle a fait perdre sa vie pour l'Algérie aussi, hein, parce que les généraux qui étaient là, après je vous ai compris, alors je vous ai compris, du président Paul Biya, il est tiré de De Gaulle, n'est-ce pas, dans le tumulte de cette guerre d'Algérie, quand De Gaulle revient, il écoute, n'est-ce pas, ces Français qui veulent une Algérie française, et il leur lance, je vous ai compris. Mais c'est ce que je vous ai compris en réalité, avec le sens inverse, pour dire que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle est devenue totalement intenable. Il faudra commencer à voir si on ne peut pas octroyer à l'Algérie une autonomie un peu plus élargie, ce que les combattants de FLN, évidemment, avaient refusé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a fait la particularité de la révolution algérienne pour qu'elle aboutisse justement à cette indépendance? On note quand même qu'elle a obtenu son indépendance 2 ans après que la plupart des États africains sous colonisation française aient obtenu le leur. C'était quoi sa particularité, justement? C'est-à-dire que plus la France avait intensifié la répression pour soumettre le peuple algérien, plus la volonté des Algériens à s'affranchir de cette domination s'était décuplée. Je vous ai dit que quand on est dans l'histoire de l'Algérie, ce n'est pas les gens qui découvrent les Blancs, comme la plupart de nos gens ici. C'est des gens éminemment qui connaissent les Blancs depuis, je veux dire, la nation européenne depuis très longtemps. Il y a les Phéniciens qui sont passés par là, il y a d'autres peuples, les Romains, les Espagnols. N'oubliez pas que même les morts dont on nous dit qu'ils vont conquérir, n'est-ce pas, le sud de l'Espagne jusqu'à Séville,
la plupart partent de ces zones-là. Donc ils connaissent ces gens. Ils savent qui sont. Mort entendu, habitant de Mauritanie. Oui, oui. Il faut préciser. Oui. Mort, ce n'est pas les gens qui sont morts, c'est M-A-U-R-E. C'est ça. Voilà. Donc ils partent de cette région-là. Donc ils connaissent très bien la mentalité et la psychologie des gens qui sont en face d'eux. Mais ce qui est encore plus grave, quand vous venez habiter chez les gens, vous faites une colonie de peuplement, vous les utilisez comme dans les secondes zones, ces gens-là, ils apprennent qui vous êtes. Ça veut dire que ils analysent votre comportement. Le gros de la prise de conscience, par exemple, en Afrique noire, du fait que nous étions des égaux de blancs, ça appelle le retour de la Première Guerre mondiale. Parce que quand nos parents sont allés combattre là-bas, ils se sont rendus compte que ces blancs-là, qui se comportaient comme des seigneurs, ici en Afrique, non seulement ils mouraient, ils avaient peur de la mort, ils criaient quand ils avaient mal parce qu'ils étaient blessés. Souvent même c'est les noirs qui poussaient en avant comme chair de canon pour ne pas affronter la prêté et la violence de la guerre. Donc j'ai oublié un facteur très important dans cette affaire de la jeunesse. En Algérie, la France était face à un peuple qui avait le soutien, je me dis, la base arrière des autres pays de Maghreb qui s'étaient déjà affranchis. Il y a le Maroc, il y a la Tunisie, mais il y a aussi l'Égypte. Il ne faut pas oublier l'Égypte, qui ne voyait pas de bon oeil le fait que les Français soient toujours là. Mais quand vous prenez le cas d'un pays comme le Cameroun, autour du Cameroun, il y avait quoi? Il n'y avait que les pays qui étaient complètement sur domination extérieure. Le Nigeria était sous la domination des Anglais, qui ne voulaient pas entendre parler, n'est-ce pas, de ces maquis et de ces mouvements qui s'organisaient au niveau du Cameroun. Vous avez le Gabon, je n'en parle pas, vous pouvez faire vous-même votre propre bilan. Le Tchad, c'est du Tchad et de la Centrafrique que sont venus les supplétifs de l'armée française qui ont combattu les maquis. On les appelait vulgairement les tirailleurs Sahara. Ne l'oubliez pas. On pense même que c'est l'un de ces tirailleurs tchadiens qui aurait exécuté Oumyabé, selon la première version. Donc, vous voyez le complexe de l'homme noir. L'homme noir est tellement complexé qui s'est laissé aller, n'est-ce pas, par le bien, je pense voir le cas de ces tirailleurs-là, dans une certaine logique qu'il voudrait qu'il doit être au service du blanc pour combattre son propre frère. C'est ça ce que nous devons mystifier aussi sur ce plateau. La question de complexe de l'homme blanc. Et ça, les Algériens avaient déjà réussi à démystifier très longtemps le complexe de l'homme blanc. Et c'est pour ça que se donnait beaucoup plus d'ardeur et de vigueur pour combattre ces gens-là. Mais n'oublions pas aussi que sur le plan intellectuel, il y avait beaucoup d'Algériens en France. Les attentats de FLN ne se sont pas seulement passés sur le sol algérien contre les soldats français. Ils se sont aussi passés sur le territoire français. Donc ils ont posé le problème de l'Algérie au cœur de la nation française. Alors que quand on regarde la guerre du Cameroun, vous avez la France, c'était un blackout. Il y a beaucoup de gens à la métropole qui ne savaient même pas ce qui se passait ici chez nous. Mais la guerre d'Algérie était au cœur de la nation française. La France a subi sur son territoire les conséquences de la guerre d'Algérie bien sérieusement, que malheureusement, nous, on n'a pas pu développer cette possibilité-là pour déporter la question camerounaise sur le français. Et je n'oublie pas les massacres après. Des massacres qui ont été commis par les soldats français, je crois, avant les dépendances en 61, au niveau de France, et qui ont laissé une tache noire sur la conscience de beaucoup de Français par rapport à cette question algérienne. Je vous rappelle que De Gaulle revient au pouvoir grâce à la question algérienne. Il y a même tentative de coup d'État, de gens qui vont faire, des généraux qui vont faire un coup d'État à Alger et qui vont essayer d'attenter à la vie de De Gaulle. C'est toujours la question algérienne. Maintenant, des intellectuels, beaucoup d'intellectuels entièrement ont épousé la cause algérienne. Et parmi les plus grands, il y avait le grand Frantz Fanon, ne l'oubliez pas, qui est venu, lui, il était à Alger, il n'était pas ailleurs, c'est de l'Algérie, d'Alger, qui va construire même un certain raisonnement anti-néocolonialiste et qui va élaborer les thèses qui sont les scènes aujourd'hui, qui sont les mieux partagées. Et il a été aux côtés de ces forces algériennes pour la libération totale. Et beaucoup de syndicalistes, comme c'est le cas de Gaston Donat, qui va venir au Cameroun, qui va aider, n'est-ce pas, nos premiers dirigeants syndicalistes, mais surtout nationalistes, à structurer leur perception de ce que c'est la lutte néocoloniale, et viennent aussi d'Algérie. De telle manière que même quand il sera expulsé du Cameroun, je pense qu'il va repartir d'ailleurs en Algérie. Donc il y a donc le fait qu'au Cameroun, c'était un blackout, on avait mis un rideau noir, il n'y avait rien à voir ici. On pouvait tuer à huis clos, on pouvait massacrer des milliers de Camerounais à huis clos. En Algérie, on a massacré des millions d'Algériens, mais ce ne fut pas à huis clos, parce que
les deux bords de la Méditerranée et là, la question algérienne s'est déportée éminemment sur le sol français avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que bon, maintenant, vous avez déjà vu un match France-Algérie ou même aujourd'hui. C'est électrique. Vous voyez ce que ça donne. C'est très électrique. Donc c'est pour vous dire, il y a quelqu'un qui me disait qu'avec l'élimination de l'Algérie à Blida, les Français, les autorités françaises ont fait un signe de croix. Parce que si l'Algérie gagnait et était qualifiée pour le mondial, ils imaginent bien ce que de Paris à Marseille, la France aurait tremblé. Ouais. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont des deux côtés des rives de la Méditerranée. Ils se connaissent assez, les peuples se connaissent assez. Mais il y a une forte migration française en Algérie qui est venue avec leur esprit de colon. Mais de l'autre côté, il y a aussi une migration algérienne qui s'est faite de l'autre côté et qui a été influencée par les thèses des nationalistes pour l'indépendance totale de l'Algérie. Et ils sont donc déportés d'une manière, je dirais, quasi naturelle. La cause algérienne au cœur de la France, et la France ne pouvait pas ignorer cette version-là. Et malheureusement pour le Cameroun, on n'a pas eu aussi les mêmes avantages. Je veux dire qu'on était cerné par des États africains, mais qui étaient contre même l'idée qu'un peuple africain puisse prendre les armes pour combattre pour son indépendance et pour sa liberté. Jusqu'à l'arrestation de Ernest Mandié en 1970 et son exécution en 1911, nos peuples qui sont autour de nous ne comprennent toujours pas pourquoi les Camerounais se sont battus. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, au niveau des gouvernants. Peut-être les peuples, oui, mais au niveau des gouvernants, ce fut quelque chose de tragique. Sans oublier l'apport massif des supplétifs africains, je dis tchadiens, centrafricains et même quelques Congolais, ne l'oublions pas avec l'école des cadets de Brazzaville, pour venir combattre, n'est-ce pas, la résistance camerounaise. Peut-être il y a aussi des relents de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que la libération de la France part du Cameroun, mais on commence par le Gabon pour aller combattre des pétainistes, et du Gabon, Brazzaville pour combattre des pétainistes, et après on ramasse tout le monde de Centrafrique, Bangui, pour qu'enfin tu puisses avoir ce grand regroupement de 17 000 hommes à Fort-Lamy, qui est jamais là aujourd'hui. Peut-être que ça aussi, il y a de retour de la manivelle dans cette histoire-là, qui avait été bien manipulée par la théorie française. Donc voilà, à mon sens, ce qui n'a pas permis au Cameroun d'avoir cette possibilité. Ah, je voulais le détail. Il y a beaucoup de soldats algériens qui ont été utilisés à la guerre d'Indochine. Et je vous dis, ces soldats qui rentraient au pays étaient le ferment de la prochaine guerre de libération de leur peuple. Ils étaient très nombreux. Des Marocains, des Tunisiens, mais surtout beaucoup d'Algériens. Le terme Zouaf, il fait référence justement à ces soldats-là, surtout depuis la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une bibliothèque sur le plateau. Merci en tout cas, Patient Parfendum, pour ce cours d'histoire, documenté d'ailleurs à grand renfort de gestes et de mimiques. Et je pense que la jeune génération qui regarde, et même peut-être l'ancienne, qui n'est pas très au fait de cette période, ou alors de ce pan de l'histoire africaine, avec un point d'accent sur l'Algérie. Mais vraiment, nous sommes en train de se voler, hein. Parce qu'on n'a pas le temps. Il faut structurer, parce qu'il est très important. Bien sûr. Cette histoire est très importante pour comprendre le fond de l'affaire. On le survole, on n'a pas le choix. C'est ça. En tout cas, ces points intéressants sur lesquels on revient sont les piliers de notre développement aujourd'hui. Et justement, on va revenir sur un des points dont tu as fait mention, Patient Parfendum. La couleur de la peau a-t-elle joué dans la démythisation et la démystification de cet homme blanc, de cette aura blanche qui peut-être a influencé les autres combats africains pour la libération de leur territoire? À la limite, aujourd'hui, j'aurais été un téléspectateur que j'aurais peut-être été plus confortable qu'assis en face du doyen, parce que précisément, pour ceux qui ont fait une bonne partie de leurs études en Afrique comme nous, ils savent qu'il n'y a ça dans aucun livre d'histoire. Ils savent que ce qu'on apprend ce matin n'existe dans aucun livre d'histoire. Excusez-moi de ne pas, les spectateurs et toi avec, m'excusez de ne pas répondre directement à la question, parce qu'il ne me semble pas inutile de relever que c'est ça le rôle de la télévision. Voici ce que devrait être la télévision dans un espace d'oppression. Il ne s'agit pas de vociférer, il ne s'agit pas d'aboyer, il ne s'agit pas d'accuser. Il s'agit de rappeler, d'analyser et de se projeter. C'est ça le rôle de la télévision. Nos livres sont hélas vides
de contenu structurel et idéologique, pouvant permettre la structuration d'une mentalité africaine, d'une mentalité d'homme libre. Les plateaux de télévision comme ceux-ci ont donc vocation in fine à compléter, à occuper cet espace vide, à occuper cet océan abyssal de vacuité qui fait que les Africains continuent, les Africains francophones, noirs, continuent d'avoir un rapport complexé, d'avoir un rapport de subordonné avec le reste du monde. Il est important de rappeler que lorsque nous disons ici que l'unité politique de l'Afrique, son unité globale, n'est pas un vœu pieux, c'est que précisément dans l'histoire de notre continent, nous avons suffisamment de repères et de références qui montrent que les communications, les réflexions et les actions étaient déjà concertées autrefois. Et que c'est simplement la prédation occidentale et l'impréparation ou la naïveté politique d'un certain nombre de dirigeants ou de peuples d'Afrique noire, d'Afrique équatoriale, qui aura contribué à effriter globalement. Mais que les cordes de l'histoire ne se coupent pas. Et qu'à n'importe quel moment, les peuples de l'Afrique, en faisant preuve d'un peu de subtilité, d'intelligence, de courage peuvent retrouver les bouts de ces cordes-là, les remettre ensemble et donner donc à l'Afrique, écrire donc pour l'Afrique de nouvelles pages, adossées sur un passé autrefois très glorieux. Maintenant, le doyen a cité un auteur qui fait partie de la crème des auteurs et qui est, je crois, parmi mes auteurs préférés. Ils sont peut-être 3 comme ça. C'est Frantz Fanon. Dans mon bureau, il y a une réflexion de Frantz Fanon qu'il avait faite au sujet de cette guerre. Chaque génération est, dans une relative opacité, appelée à découvrir sa mission et ensuite la remplir ou la trahir. Et il a joué son rôle. Et le peuple d'Algérie, précisément, les dévanciers de la libération d'Afrique au Cameroun, ont joué leur part de rôle. Ils ont découvert leur mission, ils l'ont remplie. À nous, de cette époque-ci, avec d'ailleurs des outils que eux n'avaient pas, qu'ils n'ont pas pu avoir, à nous de continuer de façon intelligente, de façon dynamique, mais surtout de façon résolue et passionnée, de réfléchir et d'apporter chaque jour une petite contribution à construire la nouvelle Afrique. Le rapport entre la France et l'Algérie est un rapport complexe. C'est un rapport extrêmement complexe, fait d'histoire, fait de géographie, fait de choix politiques, fait de choix culturels qui sont inextricables et indissociables les uns des autres. On ne peut pas ne pas intégrer le fait que le choix de colonies de peuplement était aussi lié à une situation économique, politique en France qui faisait que la proximité géographique avec l'Algérie, la proximité géographique, mais surtout la proximité climatique avec l'Algérie, permettait à la France d'aller mettre là-bas quelques portions de sa population qu'elle avait économiquement du mal à gérer. Et donc, en les mettant là-bas, il y a eu ce qu'on appelle la dialectique du maître de l'esclave, c'est-à-dire que les Algériens, par le fait qu'ils n'étaient pas noirs, parce que ce qu'on faisait en Afrique, il y avait le complexe du noir, du nègre. On ne pouvait pas appeler un Algérien nègre. Ce n'était pas possible de l'appeler nègre. Donc, il y avait une considération humaine différente. Et le fait de n'avoir donc pas marqué une scission, une différence profonde d'un point de vue spirituel, d'un point de vue idéologique avec les Algériens, cela a fait que les Algériens aient un regard critique par rapport au traitement qu'ils recevaient. Ils ont eu un regard critique et vous pouvez l'admettre ou pas. La religion aura également joué un rôle. Parce que lorsqu'on vient en Afrique noire et on trouve qu'il n'y a pas d'organisation religieuse au sens occidental du terme, eh bien on a appelé ça pratique barbare. Alors que dans le Maghreb, à côté des pays qui étaient déjà libres, il y a le fait qu'il y avait une intégration religieuse beaucoup plus poussée avec ces pays-là derrière, ce que le doyen a appelé les bases arrières. Elle n'était pas simplement militaire, elle était aussi idéologique et spirituelle. Elle était aussi de l'ordre du religieux et du spirituel. Donc,
cela a participé à aider. On ne peut pas ne pas intégrer ce facteur-là dans la réflexion qui a mené les Français déjà en Algérie, dans la façon dont les Algériens ont perçu leur relation avec la métropole française. Donc, on peut se dire que la violence humaine à l'arrivée n'était pas aussi forte parce que ils avaient l'intention d'y rester, pas seulement d'exploiter, ils avaient l'intention d'y rester. Et le fait que de génération en génération, il ait continué, vous savez, vous ne pouvez pas, si vous venez, si la première génération arrive et décide de ne se mettre qu'entre eux, dans la deuxième génération, l'un des Français ira se mettre avec une Noire. Et vous voyez, la différence n'est pas autant flagrante avec une Algérienne, la différence n'est pas autant flagrante que si c'est avec une Noire, ça ne se voit pas aussi vite que si c'est avec une Noire d'Afrique. Le métissage il est plus facile. Et donc, au bout de 2, 3, 4 générations, cela a commencé véritablement à s'imbriquer. Ça devenait un mélange hétéroclite, c'est un mélange qui s'homogénéisait et qui n'admettait plus les clivages brutaux, les clivages durs. Je ne sais pas si on se comprend. Donc tout cela a participé à émanciper le peuple algérien et à leur montrer très bien quelle était la voie. Et puis, il faut dire que le fait de la communication, le fait que le conflit algérien, la guerre de libération en Algérie, se soit déporté dans les médias en Occident, a globalement participé à les aider. Cela a participé parce que ce qui s'est passé au Cameroun, c'était une guerre muette. C'était des tueries muettes, c'est-à-dire que personne n'était concerné par ça. On pouvait faire ce qu'on voulait ici. Enfin, c'était un champ d'expérimentation à ciel ouvert. On pouvait expérimenter tout ce qu'on voulait ici. Et il n'y avait personne pour leur répondre. Alors que ce qui s'est passé en Algérie bénéficiait, un peu comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, du soutien d'un certain nombre de figures politiques, de figures intellectuelles d'Occident et d'ailleurs qui ont participé à aider les Algériens à mener leur combat. Voilà. Et justement, on analyse aujourd'hui le legs de cette révolution sanglante. Plusieurs milliers d'Algériens ont donné leur vie pour en arriver à 60 ans plus tard à cet établissement de la souveraineté algérienne. L'un des produits peut-être à considérer, même si sa fin fut moins glorieuse que ses débuts, c'est l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, lequel a participé justement à ces heures, à ces premières en tout cas, à ces marches de libération. Et il a été, ça c'est l'histoire qui nous le dit, à 26 ans, le premier ou alors le plus jeune ministre des Affaires étrangères d'un pays. Malheureusement, après, il s'est éternisé au pouvoir, voulant briguer un 5e mandat. Il est déposé par l'armée le 2 avril 2019. Tout ceci, justement, est le résidu, ou alors quand je parle de tout ceci, je parle justement de cet élan patriotique, souverain, mais également de revendication, est le résidu de ces luttes. Le peuple algérien aujourd'hui est fait dans son ADN justement de ce sang de libération qui n'admet aucun oppresseur, fût-il de l'extérieur, fût-il de l'intérieur. Maître Franklin a dit quelque chose de très important. Vous savez, la manière dont vous accédez à l'indépendance détermine c'est-à-dire que les ressorts que le peuple a pour refuser toute forme d'oppression, que ce soit quelle qu'elle soit, externe. Parce que les Algériens ont payé le plus fort pour obtenir leur indépendance. Ce ne fait pas une partie de plaisir. Même jusqu'aujourd'hui, quand les Algériens manifestent en France, ils manifestent comme s'ils avaient des droits supérieurs à ceux des autres étrangers qui sont sur le sol français. C'est-à-dire qu'ils leur rappellent toujours, vous nous avez pris beaucoup, donc vous ne pouvez même pas bavarder, sinon on casse un peu. Le plus fort. Ils jettent toujours ça chez eux. Selon les statistiques même françaises, il y a 30 000 soldats français qui ont perdu la vie en Algérie. 30 000 soldats blancs. Pas les harkis, pas les noirs. Soldats viennent de 30 000. Ça vous donne... D'abord, la France a une expression qu'on appelle la nostalgéria. Il y a une génération de Français pour qui la paix d'Algérie n'est toujours pas passée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il fallait une résistance forte, une résistance endogène puissante pour permettre à ce que nous puissions avoir l'Algérie que nous avons aujourd'hui. Donc, qui que vous soyez,
Même Bouteflika, qui fut quand même l'un de ces jeunes leaders algériens qui a beaucoup aidé de par sa participation à la lutte pour essayer, n'est-ce pas, de donner du sens, n'est-ce pas, à cette revendication de l'Algérie. Mais, je le dis souvent, et j'aime à le dire sur vos plateaux, les peuples qui croient au Messie, ceux qui se laissent dominer longtemps, les peuples qui sont éduqués pour se prendre en main eux-mêmes, et ils ont goûté au goût de la liberté après des efforts qui sont inscrits sur le marbre, carrément, ils ne se laissent pas traîner par le bout du nez n'importe comment. Ils ne se laissent pas traîner n'importe comment. Deuxièmement, n'oubliez pas que le parti qu'on appelle le FLN, à la base, c'est un parti de militaires. C'est-à-dire que c'est l'essentiel des gars qui ont fait le maquis, qui ont été dans toutes les batailles, qui ont mieux plus tard en parti politique. Donc cette politique que vous voyez là, c'est les gens qui ont fait le coup de feu. On n'a pas assez parlé des femmes. L'apport des femmes aussi fut quelque chose d'extraordinaire dans cette lutte d'Algérie. Il y a quelques icônes, je vous donnerai les noms plus tard. Donc l'Algérie n'a pas un quelconque complexe de l'homme-providence. Ils n'ont pas ce complexe. Parce que le peuple a payé et ils ont bien compris que c'est seulement comme ça qu'il faut passer par cette épreuve de feu si on veut enfin vraiment avoir sa liberté, son indépendance et son autonomie. Quand on vous dit qu'on vous a donné l'indépendance, comme c'est le cas de la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, du francophone, évidemment, les gens sont dans cet attentisme, dans cet aplavantisme qui voudrait que quand on donne une bonne fontaine dans un village quelqu'un, on dit que comment il y a l'expression, la magnanimité du chef de l'État, comme s'il n'y avait pas une obligation de l'État d'offrir une bonne fontaine aux populations ou bien un accès d'eau aux populations qui n'en avaient pas. On a transformé les devoirs on a transformé les devoirs de l'État en quoi? En don. Non, même le don, le mot est faible. Faveur. Même faveur est faible. Je vous assure. Et c'est ça. C'est-à-dire que cette pédagogie doit aussi intégrer ce travail assidu, n'est-ce pas, de déminage de l'esprit africain noir encore, qui est un esprit, j'attends qu'on me donne, j'attends vraiment qu'on me vienne en aide, j'attends les dons de l'extérieur pour pouvoir m'affranchir. Non, les autres ont compris qu'il faut lutter, et obtenir ce qu'on veut. Regardez l'Algérie aujourd'hui. Vous avez du pétrole au Cameroun, non? L'Algérie aussi, le pétrole, non? Est-ce que ce sont les mêmes résultats qu'on a quand l'Algérie vend le pétrole? Justement, les mêmes quantités. Il y a un pan sur le développement. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que les autres, comme État souverain, ils vendent le pétrole eux-mêmes sur le marché international. Vous, on va vous faire croire que non. Il y a Total qui est venu, excusez-moi de citer son nom, mais c'est lui qui exploite beaucoup plus le pétrole de Golfe de Guinée. Et comme il est venu avec son expertise, il a fait de l'exploration, il a fait de la recherche, il a fait de l'exploitation, il fait maintenant, bon, c'est normal qu'il ait 90% et que vous restez avec 10%. En Algérie, ils ont dit non. Et je vais vous dire encore, l'un des rapports entre l'Algérie et le Cameroun, vous allez le voir même avec la crise amazonienne, c'est que la France est consciente qu'elle a perdu l'Algérie. Elle a totalement perdu l'Algérie avec les grands gisements de pétrole algériens. Ils se tournent donc vers le golfe de Guinée, où de plus en plus, on commence à leur dire qu'il y a des gisements avérés, et au Gabon, mais surtout au Cameroun. Surtout au Cameroun. On nous dit autour des années 70 que va commencer en fait l'exploitation du pétrole camerounais, mais la découverte de ces gisements est déjà antérieure. C'est après avoir perdu l'Algérie qu'ils se sont dit, bon, de toute façon, on va perdre l'Algérie comme les Américains font. Mais les ressources qu'on a perdues en Algérie, on va se rattraper au niveau du golfe de Guinée. Mais là-bas, on ne va pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commises en Algérie. Ça va être l'orbital total. On va placer la tête des États, des gens qui n'ont aucun sens. On va bousiller tout on va éliminer complètement toutes les couches qui étaient susceptibles de remettre en question ce type d'exploitation de l'homme. Et finalement, on nous a servi des régimes et au Gabon qu'on a vu, et au Cameroun qu'on a vu, et en République centrafricaine, après avoir éliminé Boganda, c'était vraiment un véritable lupanard politique. Je ne parle pas du Tchad. Vous voyez? Donc voilà. C'est-à-dire que là-dedans, il y a aussi la question du racisme. Si je le dis, les gens vont dire, on revient encore avec cette affaire. Mais oui, il y a aussi la question du racisme. Surtout par les Noirs.
surtout par les Noirs. On a été défaits par les jaunes en Indochine, ça peut encore se comprendre. Nous avons perdu l'Algérie blanche, ça peut encore se comprendre. Mais les Noirs, non. Alors là, c'est quitte à jeter une bombe atomique là-bas. C'est pour ça qu'il y a des bombardements au napalm au Cameroun. Le napalm est une arme de destruction massive. C'est quand on veut opérer les génocides, quand il y a des bombardements avec ce type de bombes. Personne n'en sort vivant. Mais plus grave, je vous dis. Mais les Algériens, c'est là où je loue les Algériens et leur gouvernement successifs, ils se sont battus. La France a quand même été obligée de reconnaître la guerre d'Algérie, mais c'était en 1999. Hein. Bien sûr. Avant, il n'était pas question de parler de guerre d'Algérie. Mais à force de ténacité, à force de cravacher dur là, d'insister sur la question, un peuple qui rappelle ce que c'est. La France a été obligée de reconnaître la guerre d'Algérie. Ici chez nous, après avoir bataillé longtemps sur les médias et puis avec l'apport de l'UPC et dans la clandestinité de manière ouverte, M. Hollande vient à Yaoundé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il charcute. Il dit, je sais qu'il y a une guerre qui a opposé la France en pays Bamléké, et dans la Sanaga maritime. Selon lui, la guerre se fixe sur deux ethnies. Il oublie l'apport de centaines de milliers de Camerounais du nord, de l'extrême nord, au sud, de l'est à l'ouest, dans cette guerre-là. Vous voyez comment les gens sont méchants? Ouais, plus que ça. Oui. Plus que le fait de charcuter simplement l'histoire, il justifie un poison communautariste. C'est-à-dire qu'il utilise subtilement cette information pour diviser des gens qui doivent se mettre ensemble pour réclamer évidemment, au nom du Cameroun. Il le fait à dessein. Voilà pourquoi ces gens... C'est tellement nocif et dangereux. Mais quelqu'un me dirait, pour la première fois, un seul État français a quand même le bout des lèvres, accepté qu'il y avait la question de ce contentieux. Mais il a profité, même de cette déclaration à minima, d'injecter encore un poison plus puissant, qui est celui de la division. La preuve. Regardez aujourd'hui les littératures sur cette époque-là. Vous avez des gens qui parlent, oui, de guerre en pays Bamléké. Les Bamlékés ont le plus souffert. D'autres disent que c'était les Bassards qui ont le plus souffert. On oublie, et heureusement que je suis là pour vous le dire, le sacrifice de toute la population camerounaise. Obili, ça vous dit quelque chose? Vous savez ce qui s'est passé à Obili à Yaoundé? Quand vous parlez de Tcholéré, de Mantoum, de tout ça, de Yoko, vous savez ce qui se sont passés dans ces régions? Vous savez même ce qui s'est passé à l'extrême nord, avec les résistances venues de l'extrême nord et qui ont épousé les thèses nationalistes, parce que en même temps, Roland Foulis était quand même passé là-bas, dans ces zones-là, et puis la décès de la graine. Vous savez combien de militants nationalistes qui ne sont ni Bassa, ni Bamléké sont morts pour la cause du Cameroun? Donc quand M. Hollande vient, et qu'il est obligé, parce que la pression, il y a cela quelques années, était tellement forte qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et il vient, et il déclare de bout des lèvres. Il ne parle pas de la guerre entre la France et le Cameroun. Non, pour lui, il ne reconnaît pas cette guerre. Il dit les différences et les difficultés qu'il y a eu en pays Bamléké, en pays Bassa. Et il l'omet complètement le sacrifice national, la quête nationale pour obtenir cette indépendance. Je vous rappelle que la première visite de Ruben Ouniobé à l'ONU, messieurs, il avait le Koumzé, le chef traditionnel de l'Ouest Cameroun, qui était, ils avaient aussi des pétitions et même de l'argent. Il y avait le Ngondo Sawa, qui ont participé en termes de pétitions, mais aussi en termes d'argent. Il y avait l'association Soli Babi, Solidarité Babi, du côté de la Sanaga maritime, qui a donné et l'argent et les pétitions. Alors c'était tout le grand pays peut passer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les petits qui ont contribué. Il y a les gens de l'Ouest qui ont contribué, de l'Est qui ont contribué. Il y a les gens de la Damawa, de partout qui ont contribué. Mais ça, on nie ça. Les gens disent ça exprès, même les gens qui ont fait des recherches récentes en histoire, ils font semblant de ne pas le voir. On va vous parler par exemple de ce qui s'est passé ici dans les années 62 au marché Congo avec ce qui s'est passé au marché Congo, mais on ne vous dit pas que les Ndokama, qui sont entre le PK15 et Bonepoupa, il y a eu deux charniers là-bas successifs où les gens ont été massacrés parce qu'on leur a déposé de leur terre. Personne ne vous parlera de ça. Je dis aux historiens, faites encore beaucoup de recherches. Vous n'avez même pas fait le tiers de la réalité de cette période glauque qui a... C'est vraiment, comment dire ça? On a jeté de l'ombre, des ténèbres dans cette période pour empêcher justement à la jeune génération
de voir le sens élevé du sacrifice de ceux qui nous ont précédés et de ne plus jouer. Parce que notre génération joue, parce qu'elle n'a pas encore pris la mesure du sacrifice de ceux qui nous ont précédés. Elle ne sait pas de qui elle tient. Et justement, aux Algériens, c'est pour cela que je vous relance justement par rapport à ce peuple algérien. On peut dire du peuple algérien aujourd'hui qu'il a atteint cette maturité de par la connaissance de ses racines, c'est bien ça? Mais c'est parce que le gouvernement qui a pris le pouvoir en Algérie, c'est les gens qui ont fait la guerre, qui ont battu la France. Ici chez nous, on a donné l'indépendance aux gens qui ne voulaient même pas de cette indépendance-là. Je vous dis, jusqu'en 1959. On retient le verbe, on a donné. On a offert, bien sûr. On a offert l'indépendance. Jusqu'en 1959, des gens qui vont prendre le pouvoir en 60 étaient contre l'idée d'indépendance. Il faut lire les discours d'Aïdjo, je ne parle pas comme ça en l'air. C'est l'histoire. Ce n'est pas qu'on aime ou bien on n'aime pas. C'est l'histoire de l'histoire dont il s'agit. Lisez les discours d'Aïdjo. C'était les discours qui disaient que non, on doit être encore sous l'autonomie de Paris, il ne faut pas aller trop vite, épousant les thèses de Bida. Donc c'est ça la vérité. Donc en Algérie, c'est le peuple vainqueur qui prend le pouvoir et qui va rappeler au nom de ces millions de morts, chaque fois qu'ils seront en dictée avec la France, que messieurs, nous avons un contentieux historique avec vous. Tant que ce contentieux historique n'est pas purgé, on va vous rappeler cette réalité-là. Mais ici, chez nous, on peine. C'était l'occasion rêvée pour le président de la République, quand M. Hollande était là, de lui rappeler ce contentieux historique que la France a vis-à-vis du Cameroun. Il ne suffisait pas de dire que ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais il fallait aussi lui rappeler le contentieux historique qui oppose la France au Cameroun. Le Cameroun, chérie, c'est le seul pays en Afrique du Sud du Sahara, mettons de côté un peu l'Afrique du Sud, où les gens, pour se battre pour leur indépendance, ont pris les armes contre les Blancs. Il n'y a que 3 pays en Afrique. Il y a l'Algérie, il y a le Cameroun, dans cette période d'indépendance, je ne parle pas avant les indépendances, et l'Afrique du Sud. Bon, parce que le Maroc et la Tunisie aussi, pour se sortir, n'est-ce pas, de ces accords coloniaux lyonnais, ont fait des guerres terribles, avec des millions et des milliers de morts comment dire ça, à l'appui. Donc, le Cameroun en Afrique noire est un pays qui est beaucoup respecté. Mais il devait être davantage respecté si on avait le courage de dire à la France qu'il y a un problème. Et ce problème doit être résolu pour le bien des Camerounais et des Africains. Et que ce contentieux doit être purgé. Il doit être purgé parce que l'homme noir a beaucoup souffert. Comment dire ça, le tracé de la ligne de chemin de fer Congo-Océan. Congo-Océan. Vous en avez déjà entendu parler. Les Centrafricains et les Congolais ont payé le prix le cher dans cette affaire-là. Des milliers de morts centrafricains. Le roi belge qui est venu soi-disant pleurer Lumumba, il n'en parle pas. Il a parlé de Congo, il a oublié des milliers de morts centrafricains. Des milliers de morts dans les travaux du chemin de fer Congo-Océan. Il a oublié les milliers de morts congolais, Congo-Brazza. Il les a complètement. C'est passé par perte et profit. C'est pour ça que cette affaire de contentieux historique que nous avons, non seulement avec la France, mais avec tout l'Occident là, tant qu'on n'a pas pigé ça, nos enfants ne pourront pas comprendre pourquoi on se bat. J'entends souvent les gens nous écrire en disant que oui, mais c'est le passé. Vous, si vous êtes trop tourné vers le passé, il faut avancer. Avancer veut dire oublier nos morts, oublier le sang, les rivières de sang, les fleuves de sang versés, et continuer d'avancer comme, je ne sais pas, des aveugles pour embrasser un homme et dire que maintenant c'est ça le nouveau droit de l'homme. C'est la culture moderne. Un homme doit épouser un homme, une femme doit épouser une femme, un homme peut même épouser une chèvre, c'est tout à fait normal. Il faut laisser les gens libres de vivre leur vie de manière libre. Vous ne savez pas ce que vos aïeux ont enduré. Si vous saviez ce que vos aïeux ont enduré, pourquoi vous avez même ce semblant d'autonomie, ce semblant d'indépendance, vous ne serez pas en train de raconter des bêtises comme ce que vous racontez là de manière continue. C'est pour ça que moi je suis intransigeant sur ces questions. Ce n'est pas parce que je n'aime pas l'autre, mais parce que je dis, on nous a dépossédé de tout, même de notre mémoire. Cela est inacceptable. Et peut-être du plus important, son histoire. Notre ADN, justement, un ADN qui se
qui ressuscite en Algérie aujourd'hui. On va aller à Oran. Oran, cette ville qui a consacré l'acte d'indépendance, c'était le 5 juin 1962. Il y a donc 60 ans aujourd'hui que l'Algérie est indépendante. Oran, c'est une expression en arabe qui veut dire la radieuse et elle porte bien son nom, elle, mais également toute l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est classée parmi les 4 pays les plus développés en Afrique. Or, on rappelle quand même que c'est 132 ans de colonisation française. Aujourd'hui, on invoque pour parler du retard du développement des ex-colonies françaises, cette domination de ce colonisateur-là. Elle a brisé le signe indien. Quel est le secret du développement algérien aujourd'hui? Bon, un élément favorable et puis un autre qui est contingent. L'élément favorable, c'est que, rappelons, on l'a déjà dit ici, mais réitérons-le, en Algérie, la France était venue pour une colonie de peuplement. Donc elle avait à dessein d'installer les Français là-bas comme s'ils étaient en France. Chez eux. Continuité territoriale. C'était une continuité territoriale. C'est l'expression technique consacrée. Il y avait en Algérie la continuité territoriale. On y avait même mis les éléments d'organisation sociale et administrative comme il y en a en France. Je ne sais pas si on se comprend. Donc voilà un élément systémique important qui peut expliquer, il ne justifie pas, mais il explique même profondément pourquoi est-ce que l'Algérie a pris de l'avance en termes de développement infrastructurel, économique sur les autres peuples d'Afrique. Ce qui n'était pas le cas, il faut faire une comparaison directe avec les autres pays d'Afrique. Bien sûr, les autres pays d'Afrique noire ne bénéficiaient pas de ça. C'est-à-dire qu'on venait créer juste une chambre convenable pour le seul maître blanc et les autres esclaves noirs dormaient à l'extérieur. C'était des comptoirs. C'est-à-dire que vous ne mettez pas dans votre boutique le même luxe que vous mettez dans votre maison. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il faut déjà intégrer ça. Ce paramètre il est important et lui il est systémique. Et puis conjoncturellement, la contingence, c'est qu'en faisant ça, dans la construction des peuples, on ne peut pas prévoir de façon absolue comment les gens vont réagir. Donc en faisant cela, de façon accidentelle, ils ont aussi préparé les Algériens à vivre comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un et voilà, dire je viens m'installer durablement et empêcher que lui voit qu'il y a la possibilité pour lui aussi de vivre de cette façon-là. Ou bien faire qu'il y ait... Parce que c'était soit il faisait de la ségrégation type Afrique du Sud, soit il laissait quand même des vannes ouvertes pour que ce ne soit pas de la ségrégation. D'accord? Comme ils avaient l'intention de s'y installer durablement, ils ont choisi l'autre mode qui était un mode un tout petit peu plus libertaire qu'en Afrique du Sud. Et donc cela a participé à travailler le mental, à travailler l'intellect et surtout à travailler l'idéologie des Algériens qui à un moment donné, ça a duré 100 ans quand même. D'accord? Vous voyez que ce n'est pas c'est processuel, c'est extrêmement processuel. Et voilà pourquoi le rappel mémoriel que fait le doyen est important. Parce que précisément, on a dit qu'on a enlevé la mémoire aux gars d'Afrique francophone. Non, on leur a enlevé la tête. Je crois que si... C'est pire. Oui, toute la tête. Oui, c'est toute la tête qui a sauté. Il faut simplement greffer de nouvelles têtes aux Africains. C'est de nouvelles têtes. Parce que les jeunes générations qui ont le réflexe de dire... qui ont la réaction de dire aux autres qu'ils ont un réflexe passéiste, n'ont simplement pas compris que l'adversaire a certes changé de méthode, mais il n'a pas changé d'objectif. C'est-à-dire quand la France arrive, et je n'aime pas la citer, quand elle arrive en Afrique francophone aujourd'hui, elle continue d'avoir les mêmes ambitions qu'hier. Ils ont simplement changé d'arme. C'est-à-dire que aux chaînes physiques d'autrefois, se sont substituées des chaînes psychologiques, intellectuelles et mentales. Un peu comme je dis souvent que le travail librement salarié est la forme moderne de l'esclavage ancien. Dans l'esclavage ancien, on t'attrapait par force et on te mettait au champ. Dans l'esclavage moderne, c'est toi qui j'ai l'honneur de venir être esclave chez toi. Mais, vous voyez, l'objectif est le même. Ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas changé. Donc la jeune génération ne doit pas croire que ces pays-là, ces pays impérialistes-là sont devenus nos amis. Ils n'ont jamais changé. Ils nous regardent toujours comme des espaces où ils viendront puiser ce qu'il y a. Et ils vont utiliser des outils modernes qui peuvent s'appeler FMI, Banque mondiale, ONU et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils peuvent utiliser l'Organisation mondiale de la santé pour faire des expérimentations scientifiques ici chez nous à foison. Donc, ça marche toujours comme ça. Ça n'a pas changé de beaucoup. Il faut simplement comprendre que pour l'Algérie,
il y a eu des adjuvants historiques qui étaient même dans la stratégie de l'oppresseur. Dans la stratégie de l'oppresseur, en choisissant la colonie de peuplement, la continuité territoriale, ils ont eux-mêmes, c'est-à-dire que leur stratégie a elle-même donné les éléments aux Algériens pour s'autonomiser, pour s'affranchir. Mais vous devez comprendre que cela ne s'est pas fait automatiquement. Cela, ils ont mis plus d'un siècle. Bien sûr, le fait qu'il y ait eu la guerre, quand même, après ces conditions qu'on pouvait penser paradisiaques comparé aux autres colonies. Les conditions étaient de l'ordre du matériel. Justement, ok. C'était de l'ordre du matériel. Mais c'était colonisation quand même. Bien sûr, c'était une colonisation violente. Elle était brutale. Elle avait aussi pour but, d'ailleurs, elle l'a réussi pendant un certain temps, d'asservir mentalement l'Algérien, qui a admis que, bien qu'ayant une couleur de peau similaire, ils étaient quand même inférieurs. Ça leur a pris un siècle pour lancer le processus de libération. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de développement, il y a quand même que, en s'étant installés pour durer, ils ont, bon gré, mal gré eux, installé là-bas en Algérie des infrastructures conformes aux standards qu'ils voulaient s'offrir, puisqu'ils étaient là pour durer. Ils n'avaient pas prévu d'y mettre qu'un seul siècle. Ils étaient là pour rester définitivement. Donc, cela aura eu... La génération post-colonisation a su capitaliser quand même. Elle a capitalisé donc parce qu'elle s'est autonomisée mentalement, politiquement, idéologiquement. Voilà pourquoi ils n'ont pas scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Ils ont chassé l'oppresseur en laissant les bénéfices de la présence de l'oppression. Parce que vous devez entendre une chose. Rien n'est absolument mauvais et rien n'est définitivement bon. Il y a simplement que les humains doivent savoir, à chaque moment de l'histoire, tirer le meilleur parti des événements et des gens qu'il y a autour d'eux. Il n'y a pas d'adversaire définitif, il n'y a pas d'amis qui ne changent pas. C'est toujours une question de circonstances. On doit savoir analyser, on doit savoir comprendre les mouvements de l'histoire et se positionner pour tirer le meilleur parti pour soi. D'accord? Donc c'est ce qui s'est passé en Algérie. La présence française aura été bénéfique d'un point de vue de l'organisation sociale, d'un point de vue du développement infrastructurel, même si pendant les 70-80 premières années de sa présence, elle a, d'un point de vue intellectuel et idéologique, maté et subordonné le peuple algérien. L'apport du peuple algérien, justement, dans ce développement, c'est dans quoi? C'est eux qui travaillaient. C'était la main d'œuvre. Et cela aussi a servi parce que pour mettre des bâtiments d'un certain type, on a dû former les Algériens à cela. D'accord? Pour mettre en place un certain nombre d'infrastructures, on a dû former le peuple algérien à l'utilisation de ces infrastructures, à la construction, à la consolidation de ces infrastructures-là. Du début à la fin, ils ont été au cœur de leur Ils ont été au cœur, même si c'était à la fois, d'abord comme des subordonnés, et puis ensuite comme des gens qui se disent, mais dit, il nous manque quoi pour franchir le pas d'ici à là? Qu'ont-ils de plus que nous? Et les différentes guerres d'Indochine et d'autres ont permis effectivement aux Algériens de se dire, mais tiens, la première guerre mondiale, la guerre d'Indochine, ils ont dit, mais tiens, finalement, ils ne sont pas si forts que ça. Finalement, eux aussi ont peur. Finalement, eux aussi meurent. Finalement, ainsi de suite. C'est-à-dire que cela a participé, et l'aide du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte derrière, cela a participé à donner, à maturer, à confirmer l'idée que on ne peut pas être 5 ici, et nous seuls, restons des peuples assujettis et asservis. Les autres, on a leur soutien, nous allons aller chercher notre autonomie et puis finalement nous asseoir à la place qu'ils occupent. Voilà pourquoi, à un moment donné, les Algériens se sont dit, shit, on va attaquer. Et les Français ont bien compris. Parce que 100 ans, c'est plusieurs générations d'Algériens. Ça s'est travaillé, ça s'est formé. Et je dis, quand vous regardez l'attitude des Algériens en France, vous avez une cartographie et une image plutôt très réelle. C'est peut-être une projection brumeuse de mon esprit. Mais quand je regarde ça, je crois avoir une idée assez proche de ce qui a dû se passer dans le peuple algérien pour travailler l'idée de se libérer. Quand vous voyez comment ils se comportent, vous comprenez très bien ce qui les anime. Parce que il y a chez eux, non pas simplement un comportement conjoncturel, mais une vraie poussée historique.
quand ils se comportent, vous sentez que ça ne vient pas, c'est pas une exaspération du moment, ce n'est pas juste une excroissance d'insatisfaction là. Non, l'Algérien se rappelle toujours son histoire avec la France quand il veut parler à la France ou de la France. C'est-à-dire qu'il n'est jamais loin de son histoire. C'est toujours le soubassement qui lui permet de prendre position. L'histoire et le rapport conflictuel, guerrier, guerroyant qu'il y a eu entre son pays, entre l'Algérie et ce pays-là. Donc, nous regardons notre pays-là, nous regardons l'Algérie en tant qu'Africains en se disant qu'il y a matière à regarder chez nous, qu'il y a matière chez nous à avoir des outils pour lancer des processus globaux. Parce que si vous regardez très bien ce qui s'est passé en Algérie, on peut généraliser ça, que ça irait au reste de l'Afrique sans qu'il n'y ait beaucoup de choses, sans qu'il n'y ait pas grand-chose à changer. C'est-à-dire qu'on pourrait l'implémenter un peu partout, que ça marcherait. Voilà. Et justement, on va continuer à analyser l'Algérie 60 ans plus tard. On a étudié, on a de la chance d'avoir Patient Parfait sur le plateau ce matin, qui est rentré même dans les soubresauts, les premiers souffles de la libération, des luttes pour la libération de l'Algérie. Elle a acquis, elle a arraché même le respect des grandes nations et de la France en particulier. Aujourd'hui, les rapports et les passes d'armes et de mots sont, on va dire, du berger à la bergère. Le répondant est assuré. Les derniers qui en ont subi les arbres, c'est François Hollande et Emmanuel Macron. Voilà, j'y arrive. L'Algérie leur a répondu de façon assez sentencieuse lorsqu'ils ont osé toucher à ce sacré devoir de mémoire. Alors justement, quelle est la lecture qu'on peut faire? Tout ça reste lié, ces mouvements de libération, cette maturité du peuple algérien et justement le rapport qu'il y a entre cette ancienne colonie et son colonisateur aujourd'hui. Tout ça, ça relève toujours de cette lutte-là. Oui, mais il faut aussi noter la vigilance des autorités algériennes quand il s'agit de cette question douloureuse. La vigilance. Ils sont restés sur la ligne de front. Et leurs exigences sont nettes. Et chaque fois que la France essaie de faire d'avoir une attitude de roublardise, l'Algérie de leur fait payer cash. Et la dernière date, c'est cette question-là, quand M. Hollande a taxé les Algériens, des gens qui font dans une espèce d'inflation mémorielle. C'est-à-dire qu'ils exagèrent, n'est-ce pas, ce moment-là. Et il a dit, il n'y avait pas que les torts de l'autre côté, il y avait aussi des torts de l'autre côté. Ça vous venez à envahir quelqu'un et vous dites que lui aussi il a des torts qu'il doit partager avec vous. C'est ceux qui se plaignent de l'otage qui s'est libéré. Voilà. L'Algérie les a frappés là. Il a interdit le survol de son ciel par les avions français. Et ça profite à qui? Au Mali. Vous voyez, c'est-à-dire que quand les pays sont en lutte, la lutte n'est pas finie. La lutte n'est pas encore finie pour nous les Africains. La lutte continue. Mais nous devons avoir des autorités, des exécutifs qui n'ont pas perdu la mémoire et qui se considèrent toujours comme étant en lutte. À partir de ce moment-là, je peux vous dire, même quand on a l'impression qu'on ne va pas vite, mais nous sommes sur la bonne lancée. L'Algérie a été aussi un pays qui a bénéficié des soutiens. On a parlé des soutiens immédiats, comme un pays comme le Cameroun, par rapport à son parti de nationaliste n'avait pas pu avoir. Mais l'Algérie aussi, son indépendance rentre dans le cadre de la création d'un vaste mouvement populaire de tiers-monde, n'est-ce pas, avec la conférence de Badoum. Bon, donc il y a donc une sympathie des pays du tiers-monde envers ce pays-là qui se bat pour son indépendance. Des pays qu'on dit du tiers-monde. Oui. Excusez-moi, appelons ainsi. N'est-ce pas, pour que notre spectateur comprenne très bien. Donc ils ont bénéficié de beaucoup d'apports, n'est-ce pas, de l'ensemble de ces pays-là. Je peux vous dire qu'il y a même des Camerounais qui ont été dans le ministère de l'économie à des postes très élevés. Comme vous ne pouvez pas venir le faire au Cameroun, ils ont été en Algérie. Et c'est eux qui étaient dans le ministère qui faisaient la planification économique de l'Algérie. C'est tout vous dire, hein? C'est très puissant. Donc je crois que c'est M. Franquin qui a parlé la fois dernière, que le jour où il verra par exemple un Béninois ministre de l'économie, les Algériens ont poussé le bouchon presque à ce niveau. C'est pour vous dire que quand un pays est un pays qui a le panafricanisme, n'est-ce pas, dans son ADN, n'est-ce pas, elle pose des actes
qui vont dans le sens de la réalisation de cette vision-là. Il y a mieux. Il y a mieux. L'Algérie ne s'est pas limitée, non, je dis l'avantage de l'Algérie par rapport aux pays comme les nôtres, parce que comme eux, ils sont souverains, ils peuvent prendre des décisions de manière autonome, sans demander à qui que ce soit. Allez voir les universités algériennes aujourd'hui, vous allez tomber à la ramesse. Allez voir les universités algériennes. Et je suis très peu contesté. Allez voir la place des jeunes filles dans les universités algériennes, dans les domaines extrêmement pointus, chérie. C'est ça. Or, nous savons que l'innovation, c'est la domestication de la science et de la connaissance, ça passe ou ça passe par les pôles d'excellence comme l'université. Donc, quand vous avez un pays qui donne de la valeur, qui est soucieux, n'est-ce pas, de ce pôle-là, ça veut dire que c'est un pays qui a compris ce qu'il faut faire et qui est prêt à aller d'avant. Donc, dans tous les domaines, l'Algérie n'a pas besoin de se référer, que ce soit l'exploitation de son pétrole, de son gaz et de l'industrie pétrochimique. L'Algérie est très avancée parce que justement, ils ont à la tête de leurs États des gens qui pensent Algérie, qui se battent pour que le peuple algérien soit souverain, mais surtout qu'il soit à l'abri de certaines décisions, comme c'est le cas ici chez nous, qui ne permettent pas justement à un peuple d'évoluer. Je vous demande de questionner les jeunes broussailleurs. Vous savez ce que c'est? Ce sont nos jeunes qui partent ici parce que ici c'est impossible de vivre, on suffoque, et qui affrontent le désert pour vouloir traverser la Méditerranée. Quand ils arrivent en Algérie, ils vont vous dire, grand frère, la première chose qui m'a marqué en Algérie, c'est qu'on mange. Il y a à manger suffisamment. Et les Algériens sont prêts à donner à manger dans leur restaurant en fin de journée à tous ces jeunes-là qui sont là, même ceux qui n'ont pas des possibilités de se nourrir décemment. Et puisqu'on parle de nourriture, l'Algérie est en train de développer son autosuffisance alimentaire. Elle a d'ailleurs, en 2020, arrêté l'importation de blé français. Bon, Une première en 10 ans. Voilà. Et n'oubliez pas, toujours dans ce travail de conscientisation, mais toujours de solidarité et d'implication de nos économies, il y a un projet économique par le biais d'abord d'une route qui est presque là, mais qui va s'en sortir avec des pipelines, qui va concerner le Nigeria, qui est dans le golfe de Guinée et l'Algérie. Vous vous rendez compte? Il y a des projets économiques déjà structurés comme cela qui sont déjà en marche. Donc, vraiment, la Toussaint Rouge de 1954 a produit la prise de conscience d'une certaine élite qui a compris qu'elle était non seulement africaine, mais elle devait contribuer aussi à l'émancipation des autres peuples africains. Et ça, c'est très important. Quand vous avez des dirigeants, je continue de le dire, qui pensent que le pouvoir qu'ils ont au niveau de nos États, c'est dû à la bienveillance de quelqu'un qui est hors de notre continent et qui nous a dominés, qui a même participé à la vente des nègres comme des moutons, vous pouvez évidemment prévoir la suite en termes de retombées et de management sur le plan politique des pays sur lesquels ils trônent. Mais dans le cas de l'Algérie, je vous ai dit que ça date de très longtemps. Les Phéniciens sont passés par là. Les Carthaginois sont passés par là. Les gens sont partis d'Algérie. Ils sont allés battre les Européens chez eux en instaurant l'islam là-bas. C'est vrai, c'était pas seulement l'Algérie, mais parlons tout le Maghreb. Jusqu'à Séville, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans la ville de Séville, c'est une ville arabo-musulmane. Point. À cause, grâce, n'est-ce pas, aux expéditions de ceux-là. La Méditerranée, jusqu'à 1800, elle n'était pas sûre pour les navigateurs. Il a fallu même que les États-Unis s'impliquent dans cette bataille-là pour mettre fin, n'est-ce pas, à ces corsaires, n'est-ce pas, qui étaient dans ce zone-là et qui étaient beaucoup plus algériens. Donc ces gens-là connaissent les Blancs. Ils n'ont pas le complexe du Blanc. Ils ne sont pas comme nous, j'entends encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en plein 21e siècle. Quelqu'un apparaît et dit, Monsieur Macron, il y a un président au Cameroun qui nous empêche de voler. Voilà où nous en sommes encore. Tu ne verras jamais l'Algérien le faire. Jamais. Parce qu'ils savent pertinemment que pour gagner leur souveraineté, il faut qu'ils se battent chez eux. Ils se battent chez eux de manière résolue et radicale parce qu'ils savent très bien que par le passé, leurs ancêtres leur ont montré le chemin et ils ont souvent gagné face à ces gens-là. La première victoire, je dis, du peuple camerounais, c'est d'avoir eu le courage de prendre les armes, de défendre son indépendance, sa souveraineté vis-à-vis de cette France coloniale. Cela doit structurer le mental de tout jeune Camerounais. Mais je ne suis pas désespéré parce que quand je vois par exemple souvent nos footballeurs jouer au football, depuis 1982, face à ces décodeurs, il n'y avait pas de complexe. Bon, vous avez ceux qui, il y a des qui sont là maintenant, ils sont tellement bien, il faut qu'on leur amène dans ce moule-là de Himmel,
d'un guide à la camerounaise pour qu'ils comprennent très bien qu'ils sont les 10 héritiers des gens qui ont affronté les Blancs sans complexe. Parce que quand vous regardez nos footballeurs jouer au football, les Dja René, quand je le vois en 82, hein, le Grand Brice, tout ça, il n'y avait pas ce complexe. Mais vous avez les gens aujourd'hui, quand ils sont face à des Blancs, ils tremblent. Vous tremblez pourquoi? Vous êtes des héritiers des gagneurs. Ce n'est pas seulement en Égypte qui est lointain. Même là, récemment, vos parents ont fait le coup de feu face aux Blancs. Souvent avec des maquettes seulement. Ils n'avaient pas des armements. Quand je vous parle d'isolation, de mouvement comment dire ça, de lutte au Cameroun, ils n'avaient même pas les armes. Mais ils se sont battus avec les armes qu'ils avaient. C'est ça la détermination qui doit être la nôtre aujourd'hui. Chaque fois, au lieu de dire, ah, nous sommes faibles, nous ne sommes pas forts, si on l'avait fait, on n'aurait pas aidé le Mali médiatiquement à se sortir et de sortir victorieux du bras de fer qu'il a opposé vis-à-vis de la France. Hier, je vous l'ai dit, je le répète, vous devez être fiers, cher Rim. Vous avez participé à cette bataille. Le Mali aujourd'hui, je suis convaincu que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Chobel Maïga, quand ils vous voient sur ce plateau, ils applaudissent, ils sont fiers de vous. Vous les avez aidés à tenir bon dans ce bras de fer, et on le voit aujourd'hui, le Mali est sorti victorieux de ce bras de fer, et contre la France, et de ces supplétifs locaux qui sont au niveau de la CEDEAO. Donc c'est ça que nous devons faire, nous ne devons pas avoir peur, et nous disons à nos dirigeants, même ceux qui reçoivent le plus de flèches de notre part, reprenez la bonne direction. Il n'est pas tard pour mieux faire. Reprenez la direction, parce que il y a, comme vous dites, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Vous aurez le soutien du peuple africain. Vous aurez le soutien de la jeunesse africaine. Parce qu'il y a un virage qui est en train de s'opérer, ne loupons pas ce virage. C'est maintenant ou jamais. Il faut avoir le courage de le faire, comme les Algériens ont le courage de le faire, et comme les Algériens continuent de le faire, ils ne sont pas seulement figés dans le passé, même dans la projection dans l'avenir, l'Algérie montre effectivement qu'il est un État souverain. Vous voyez, et là j'ajoute encore, des conflits avec l'Espagne. Par rapport au transit de gaz, l'Algérie a frappé ferme. Avec l'Espagne, attention, ça ne se passera pas comme ça. Donc toute l'Europe tremble. Parce que c'est quand, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un pays qui est déterminé, qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Et évidemment, l'Algérie a choisi le nouveau partenaire qui l'accompagne dans la consolidation de cette souveraineté-là. Et c'est ça, justement, le sens de notre combat. Merci, Passion Parfaite. Donc, vous êtes une bénédiction pour ce plateau et pour l'Afrique. On sortira avec vous, Maître Franklin. Le mérite de l'Algérie, au final, c'est d'être resté debout. Pas assis seulement sur ses victoires d'hier, mais de continuer ce combat perpétuel, parce que, comme vous le dites souvent, la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie et elle n'est pas proche de s'achever. Parce que même quand vous êtes devenu autonome, il faut mériter la nouvelle liberté acquise. Et la nouvelle liberté acquise s'acquiert par la perpétuation des réflexes de préservation de l'intérêt national et de l'intérêt africain. Donc oui, le peuple algérien est un peuple exemplaire de ce point de vue, en ce sens qu'il aura su prendre à bras le corps la question de sa liberté, et une fois la liberté acquise, elle a su continuer de travailler, d'éduquer et de se structurer de façon à tenir les attaques et tout ce qu'il y a dans la société internationale de belliqueux et de belligérants. Donc, de ce point de vue, l'Algérie est un exemple. Maintenant, je crois que aujourd'hui, pour ne pas être isolé dans le processus qu'elle a si bien mené, l'Algérie devrait commencer, avec peut-être quelques pays, à impulser un certain nombre de mouvements et d'initiatives au sein de l'Union africaine. Il s'agira d'abord, d'un point de vue économique et financier, d'autonomiser cette institution-là, qui jusqu'ici est encore sponsorisée par les gens qui nous oppressent. Vous ne pouvez pas aller chercher le médicament du poison chez celui qui vous a empoisonné. C'est banal, mais c'est vrai, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vous opprime, qui vous oppresse, de vous sponsoriser, vous donner les moyens de vous autonomiser. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il est important d'impulser ce type de mouvement. Il est important de travailler, nous l'avons déjà dit, mais nous le répéterons autant de fois que cela sera nécessaire de notre point de vue. Il est important pour les Algériens et pour les peuples d'Afrique en général, pour les dirigeants d'Afrique en général, en tout cas ceux qui ont compris, de mettre en place des mécanismes inclusifs de partage, à la fois de l'histoire, à la fois des méthodes, et puis surtout des richesses. Parce que l'Afrique est riche de tout, et de la terre et des hommes. Il faut simplement le faire savoir et s'en servir. Beaucoup d'Africains
ne sont même pas... Vous savez, quand on fait une émission comme celle-ci, à la vérité, je ne sais pas si les étudiants d'histoire, des facultés d'histoire, savent que ça doit devenir la musique de chevet. C'est-à-dire qu'ils doivent enregistrer et suivre de façon répétitive et répétée tout le cours d'histoire qui a été donné par le doyen Patient Pafan. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne à cela. Et je crois aussi que l'Algérie, le Maroc avec, doivent jouer un rôle dans la lutte contre l'immigration clandestine. Elle tue beaucoup de nos enfants. On peut, à une certaine extension, comprendre que face à l'impossible qui s'offre à eux dans leur pays, que face à l'absence de perspective, on soit tenté par le désespoir de partir, le désespoir d'ailleurs. Mais ces pays-là, qui jouent en fait ce rôle charnière, devraient mettre en place des mécanismes permettant peut-être de recevoir les jeunes Africains là-bas et de les, quitte à ce que dans le cadre de l'Union africaine, qu'il y ait des mécanismes de participation des pays d'origine de ces gens-là qui arrivent. Parce que les renvoyer n'est pas une solution. Ils vont in fine probablement revenir. Ils vont revenir parce que lorsque quelqu'un croit qu'il n'a plus d'espoir quelque part, vous ne pouvez rien faire. Je le dis, la mort dans l'âme. Ceux qui connaissent par exemple le Cameroun, Douala et le Carrefour Ndokoti, le mythique Carrefour Ndokoti, savent que 2-3 fois par an, il y a un camion qui écrase des gens au Carrefour Ndokoti. Mais 48 heures après, les gens se réinstallent. Parce que lorsque quelqu'un n'a plus d'espoir, le péril de sa propre vie ne lui apparaît plus comme quelque chose d'extrêmement grand. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, le cri du ventre est plus fort que le cri de l'incertaine mort. Donc, lorsque quelqu'un n'a plus d'espoir, vous ne pouvez pas lui demander de rester là. Voilà pourquoi l'Algérie devrait pouvoir mettre en place des politiques concertées avec d'autres pays africains pour pouvoir recevoir ces jeunes et les intégrer dans un mécanisme social et économique leur permettant de trouver un petit mieux ailleurs. D'accord? Donc, l'histoire de l'Algérie est un phare pour l'Afrique qui se bat. L'histoire de l'Algérie est un modèle à copier pour réussir les combats d'aujourd'hui et ceux de demain. Nous avons dans le peuple d'Algérie, dans son histoire, et la concomitance ou la ressemblance avec les guerres de libération au Cameroun, qui hélas n'ont pas payé, n'ont pas brillé de la même lumière en raison de la situation géographique et d'autres éléments conjoncturels et systémiques qu'on a pu élaborer ici. Nous avons dans l'histoire de ces peuples-là véritablement matière à se dire que demain n'est pas perdu et que si les enfants d'Afrique apprennent à s'écouter, apprennent surtout à se parler et à regarder les messages et les enseignements de leurs dévanciers, eh bien, ils ont de quoi rêver à une Afrique qui va parler de tu à tu avec le reste du monde. Ainsi que le fait l'Algérie depuis 60 ans déjà. Soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie, c'est aujourd'hui sur les plaines d'Alger s'est levé le soleil de cette indépendance et il brillera encore de mille feux. Un défilé militaire est prévu, il revient après 33 ans. C'est dire que cet anniversaire est particulier. L'Algérie qui se positionne aujourd'hui en Afrique et dans le monde comme une valeur sûre. Messieurs, merci d'avoir éclairé l'Afrique. Je sais, Passion Parfendum, que vous voulez encore et que vous ne tarissez pas d'à propos sur ce sujet. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Une seconde, avec votre permission. En quelques secondes, donc, on va vous le permettre. On ne peut pas sortir de cette émission sans avoir une pensée pour le grand Ben Bella. On ne peut pas sortir de cette émission sans avoir une pensée pour deux Camerounais. J'ai nommé le professeur Jean-Michel Tekam et le docteur Yahi Bayemi. C'était de grands Camerounais, dont on n'en parle pas assez, qui ont aidé, qui ont accompagné l'Algérie indépendante à mieux consolider son indépendance par le biais des connaissances qu'ils ont mis à la disposition de cet État-là, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan administratif et même de la science, par la chimie par exemple. Ils ont été d'une valeur ajoutée inestimable. C'est vous montrer l'altruisme
des peuples africains, des peuples camerounais en particulier, mais surtout la nécessité de cette union dont nous appelons de tous nos voeux au niveau de notre continent. Merci pour cette magnanimité dont vous avez fait preuve à mon égard pour cette minute. Une vraie, cette fois. Aucune magnanimité, je pense que c'est l'Afrique qui a ressent grandi. Merci à vous. Plutôt la gratitude est de ce côté-ci. Et du côté des téléspectateurs, certainement, qui apprennent tous les jours un peu plus et qui se mobilisent derrière DBS, qui ont compris que c'est un roseau qui peut être malmené par les vents, mais qui ne sera pas déraciné, car oui, roseau peut-être, mais baobab certainement de par ses racines. Merci, Passion Parfendum. Merci, merci. Merci, cher. Et merci à vous, cher maître Franklin Nyondieu. Je pense que le plateau ainsi constitué est fait de cette vieillesse, et encore qu'il n'est pas si vieux que ça, de cette vieillesse qui sait, et de cette jeunesse, de cette jeunesse qui peut et qui désormais également à la source de cette sagesse va s'abreuver tous les jours. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette autre sortie de votre programme DBS Matin. L'Afrique se réunit à Oran et à Alger aujourd'hui pour célébrer avec sa sœur Algérie son indépendance, le 60e du genre. Un pays qui a compris ce que Sankara voulait dire dans cette célèbre citation. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. À demain.